Pierre Chaumont. On va aussi découvrir le nouveau docteur en chef, le médecin en chef de l'hôpital Montfort. On va avoir une belle discussion tantôt avec lui. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Joe Edna, mais elle préfère qu'on l'appelle Joe, je pense. C'est bien ça? Exactement. Donc, ouais, ça fait plus familier en plus, là. Donc, je suis avec Joe de l'association étudiante de la Cité. Et puis, tu es là pour nous inviter à la diversité culturelle, qui est un événement qui s'en vient pour vendredi, si je ne me trompe pas. Okay. Vendredi cette semaine, 28 février, à partir de 18h. Donc, on invite tout le monde à venir à la Cité. Et ça se passera à l'Excentricité directement. Donc, notre nouveau complexe gros et 360 par rapport aux vidéos et par rapport à la projection. Donc, vraiment une soirée qui invite à tous et à toutes pour le mois de l'histoire des Noirs et aussi pour la diversité qui est ici à Ottawa et dans les environs. Donc, tous est invité pour le Tu l'as bien mentionné. En fait, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Mais vous n'avez pas voulu mettre cela en avant, mais plutôt la diversité culturelle. Parce que vraiment, vous êtes nombreux, vous venez de plusieurs continents. Plusieurs, au moins une trentaine de pays à travers le monde, une trentaine de pays en Afrique, en France, en Asie, ici au Canada. Personnellement, je viens de Montréal, donc oui, une très grande diversité à la Cité. Puis c'est vrai qu'il y a, dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment d'exclusion parce que personne ne se sent exclu. On se dit, OK, c'est le mois de l'histoire des Noirs, ce sera juste les Noirs peut-être qui ont marqué votre communauté là-bas au collège qui vont être célébrés, mais non. Non, au contraire, on veut que tout le monde soit présent. Vraiment, on invite tout le monde et c'est pas juste pour les étudiants, le corps professoral et les personnels et les environs aussi sont invités à venir. Donc, est-ce que je pourrais mentionner les prix par rapport à ça? Donc, les étudiants de la Cité, donc, sinon, les étudiants de la Cité, on couvrirait 10 $ pour les frais. Et le personnel extérieur, c'est 20 $. Donc, c'est un prix modique. Quand même aussi, pour les invités qui vont être là, donc, les étudiants qui ont une troupe de danse, un défilé de mode qui sera fait aussi, et la troupe Calabante qui vient de Montréal. Donc, à ces prix modiques, c'est vraiment génial que tout le monde puisse venir. Puis en même temps, il faut le mentionner, hein, si les gens n'ont pas eu l'occasion de voir ce que c'est que l'excentricité, je pense que c'est le meilleur des moyens. C'est le meilleur des moments. Alors là, tu me donnais un peu le programme au pif, là, mais je ne vais pas te laisser aller comme ça. Tu me parles de spectacle de danse. À quoi on s'attend? Donc, spectacle de danse fait par des étudiants, monté par des étudiants de danse africaine, vraiment pour donner un goût, une petite saveur au début de la soirée. D'accord. Puis défilé de mode aussi à la même saveur. Pour des étudiants aussi qui sont... Tous les étudiants de la Cité. Donc, vraiment, qu'ils ont un talent par rapport à ça aussi. Et ou juste l'envie de montrer leur savoir à côté dans ceci. D'accord. Le groupe Calabante, j'ai déjà entendu parler d'eux. Je sais plus, je pense que c'était à l'émission ici, mais c'est quoi leur particularité? C'est quoi qu'ils font? Oui, c'est de la danse, mais c'est... C'est une troupe de cirque, spécifiquement. De cirque? De cirque, oui. Donc, cirque acrobatique et autres. Ils ont déjà performé à la Tohu à Montréal. Et c'est vraiment extraordinaire aussi. Ça a été parti par un Africain qui vient de la Guinée. Je ne me rappelle plus de son nom, si tu me permets. C'était Yamoussa. Si je me rappelle bien, Yamoussa qui l'avait fait. Puis, il a rejoint d'autres personnes de sa communauté pour pouvoir monter une troupe de cirque spécifiquement à saveur africaine. D'accord. Alors, Calabante, défilé de mode, spectacle de danse. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi après la soirée? Donc, on invite tout le monde à nous joindre à notre nouveau bistrot, le 801. Donc, une petite soirée dansante. Heureusement que ça tombe vendredi. Hein? Oui, ça part bien la fin de semaine. Donc, on attend tout le monde. Une petite soirée dansante avec un DJ et puis tout le monde s'amuse. Voilà, venir se baigner dans la diversité qu'il y a à la Cité. Je suis pas sûre que ce soit la première fois que vous fassiez ça. C'est quoi que vous voulez créer comme, je sais pas, comme engouement chez vos étudiants? Puis est-ce qu'ils participent la plupart du temps? Oui, beaucoup d'étudiants participent. C'est ce qui est vraiment adorable. C'est ce qui est vraiment le fun avec la Cité. Et surtout le fait que je suis membre de l'association étudiante. Le fait que les étudiants sont toujours à l'avant de pouvoir participer à n'importe quelle activité. Ils sont pas fermés par rapport aux activités. Ils ont toujours l'esprit ouvert. Que ce soit pour le mois d'histoire des Noirs, que ce soit en début janvier, on avait une soirée, une semaine loualou, un peu hawaïenne, pour dire le retour en classe. Mais juste, c'est froid, oui, mais on a vraiment une saveur un peu plus chaude par rapport à Hawaï. Et on a fait, les étudiants participent, c'est ce qu'on aime beaucoup et c'est ce qu'on attend encore des étudiants cette semaine, de participer en grand nombre. D'accord. On s'attend à combien de personnes, tu penses, jusqu'à date? Vu que c'est à l'excentricité, 200, 300 personnes, c'est quand même une très grande capacité, donc on s'attend au plus de monde possible. OK, ben là, si des gens ont envie de se prendre des billets, où est-ce qu'on se rend? Est-ce que c'est sur le site web du collège ou un autre site web qui... Très facile, sur le site web de l'association étudiante. OK, parfait, directement, OK. AECITE.ca/événements, directement, on fait cliquer le lien directement là, acheter les billets pour vous, pour les amis, pour la famille, enfants comme grands-parents, pour tous qui peuvent venir. Pour des retardataires comme
moi, je l'avoue, là, je suis comme ça. Dernière minute, est-ce que je peux me présenter? Tu penses qu'on aurait des billets à la porte? On va s'arranger pour avoir des billets à la porte aussi. OK, d'accord. Donc, on veut refuser personne. Merci beaucoup, Joe. Je sais que tu as beaucoup de choses à préparer pour vendredi. Je vais te laisser aller. Merci. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le aecité.ca/événement pour participer à la diversité culturelle au Collège La Cité. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Et de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler d'une bonne nouvelle maintenant qui est tombée aujourd'hui au MIFO. Alors, Olivier Gauthier, directeur du Centre Séraphin Marion d'Orléans, est venu nous donner la bonne nouvelle en rapport avec le MIFO, et puis vous êtes inclus dans le MIFO. En fait, vous avez reçu une subvention pour donner des cours en français langue seconde. C'est bien ça? Oui, exact. Donc, une toute nouvelle subvention qui a été attribuée par l'ACFO d'Ottawa, donc de leur programme Ottawa Bilingue. Ottawa Bilingue, oui. Donc, ils ont offert un superbe montant là, pour développer des cours de français langue seconde au MIFO. Vous avez une très belle mission au MIFO, c'est celle de promouvoir la culture francophone en général. Mais est-ce que je me dis, tous les francophones qui sont dans le coin, là, c'est leur maison, là. Le MIFO, c'est à eux. Comment vous avez senti ce besoin-là qu'il fallait donner des cours de langue seconde? Enfin, on est une grande famille pour les francophones et les francophiles de la région d'Ottawa et d'Orléans. Ceci dit, on n'a pas développé ce côté-là, d'aller recruter des anglophones ou des allophones qui venaient d'arriver ici au pays. Donc, c'est une autre dimension qu'on veut développer, qu'on veut exporter. Oui, notre mission, c'est de promouvoir la culture francophone et également de contribuer à son épanouissement. Puis on juge que c'est une des dimensions qui n'avait pas été travaillée là, durant les dernières années au MIFO, alors que c'est dans l'optique de contribuer à sa promotion. Je veux dire, offrir des cours de français langue seconde, c'est la base. Donc, avec ça... on s'est dit que c'était quelque part un peu acquis, mais on n'y pense pas que tu as parlé des allophones. Oui, exact. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que, par exemple, dans nos services de garde, donc tous nos services à l'enfance, il y a beaucoup de familles qui c'est des couples exogames, donc soit un des parents ne parle pas français, ou bien que c'est des nouveaux arrivants, justement, qui parlent plus ou moins bien français et dont nos communications qu'on fait avec eux autres dans la vie de tous les jours, ou peu importe, c'est tout en français. Donc, on se doit d'outiller ces personnes-là et les amener... Donc, dans le fond, c'est parti d'une observation, pas vraiment des gens de votre communauté qui l'ont demandé expressément. Hein? Non, exact. C'est vraiment parti d'une observation. On a eu quelques demandes par-ci, par-là, mais... Vraiment, on s'est rendu compte qu'au niveau surtout de nos familles et de la communauté, c'est un service qu'on ne desservait pas par le passé. Alors que culturel et tout ça. Exactement, alors que notre mission, c'est vraiment de promouvoir la culture francophone, donc ça rentre exactement dans... D'accord. Donc, félicitations déjà pour la subvention. Maintenant que vous l'avez, qu'est-ce qui se passe avec vous? Comment vous allez organiser le tout pour ce cours? On est déjà, tout est en place. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut s'inscrire au cours de français langue seconde. Donc, ça va se dérouler les lundis soirs.
Donc, pour Et permettre tous les lundis soirs de chaque semaine. Pour permettre à tous et chacun, et pas juste les retraités, peu importe, mais même ceux qui sont sur le marché du travail, de pouvoir y participer. Et puis, ce qui est plaisant avec ça, mais ça nous permet également d'offrir ces cours-là, même si on n'aurait pas atteint un minimum qui est requis par l'Alliance française qui va donner ces cours-là. Ah, vous avez fait un partenariat avec l'Alliance française? Oui, exactement. Donc, on a fait un partenariat avec l'Alliance française parce que c'est une sommité un peu dans ce genre de programme-là. Donc, ils offrent des cours de français partout dans le monde. Et puis, ils ont un cadre structuré qui s'appelle le CECR, donc qui est adopté partout dans le monde. Donc, en faisant affaire avec eux, on s'assure d'avoir des enseignants qualifiés. Exactement, de la qualité aussi dans le contenu. Exactement. Et de suivre un programme reconnu. Et puis, justement, d'avoir des paliers, des niveaux que les participants vont pouvoir progresser durant le cours. Qui seront utiles pour eux dans la société. Exactement. Même surtout dans le milieu du travail, là, surtout ça. Donc, pour l'instant, les seuls cours qu'on offre, c'est vraiment débutants et intermédiaires. Et au fil et à mesure que les sessions vont s'enchaîner, on va pouvoir offrir plus de cours selon les niveaux et le nombre de participants qu'on atteint. D'accord. Donc, avec l'Alliance française, je sais qu'ils ont des salles de cours là-bas. Est-ce que les gens vont se déplacer jusque-là ou comment vous allez organiser votre logistique? Les cours vont être offerts au MIFO. Puis c'est ce qui est le fun avec ce partenariat-là. Donc, on comble un peu deux besoins dans le sens que nous, ça nous permet d'offrir des cours et eux, ça leur permet d'offrir des cours de l'Alliance française dans l'est de la ville. Donc, c'est un partenariat mutuel qu'on va être allé chercher et qui est profitable pour les deux parties. Alors, les cours sont je me dirais, vous avez programmé les cours pour combien de séances, par exemple, pour quelqu'un, que ce soit un débutant ou un Donc, c'est 10 séances, donc 10 sessions à chaque lundi. Donc, c'est du mois d'avril au mois de juin que ça va avoir lieu. Puis c'est ça, c'est les lundis pour les cours de 2 heures. Donc, Puis quel genre de cours qu'on aura? C'est surtout orienté vers la conversation et non vers la grammaire, on pourrait dire. On veut vraiment appeler les... On n'aime pas beaucoup la grammaire, pourtant c'est important, Oui, mais on veut vraiment amener les gens justement à qu'ils puissent converser avec, dans la vie de tous les jours. Oui. Exactement, et non... vraiment développer le français au niveau grammaire, donc tout ce qui est écrire et tout ça, c'est vraiment plus conversation qu'on va amener les gens pour... J'ai entendu dire les jeunes, si je ne me trompe pas, vous touchez un peu quand je parle de la communauté, c'est vraiment tout le monde, comme petits, grands, en fait, c'est réservé pour les adolescents adultes de 15 ans et plus, donc ceux de 15 ans et plus peuvent y participer. Sans problème. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que tu me dis, là, maintenant, les inscriptions sont ouvertes. Oui? Oui, c'est ça. On attend combien de personnes par classe? On a un maximum. C'est sûr qu'au niveau de ce type de cours-là, on ne peut pas avoir plus que 12 personnes. Donc, c'est 12 personnes maximum par cours. Donc, c'est très limité. Donc, j'imagine que ça va passer quand même assez vite. Il faut donc s'inscrire le plus rapidement possible. Au mifo.ca. Fait que si il y a plus de 12 personnes, je pense qu'ils vont juste attendre pour la prochaine cohorte tranquillement. C'est pas comme si on arrête là. Non, exact. C'est une subvention sur 1 an, donc qui nous permet de l'offrir jusqu'au mois d'avril prochain. D'accord. Bien, merci beaucoup. Et puis moi, je vais inviter les gens à... c'est pour vous qui l'ont fait au MIFO avoir cette subvention pour offrir des cours français langue seconde. Donc, www.mifo.ca. Il y a 12 places disponibles. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour avoir la chance d'être la première cohorte. Après la pause, on va rencontrer le nouveau médecin en chef de l'hôpital Montfort. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies,
la brise de la mer. La couleur de ma terre. Beaucoup, oui. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on rencontre maintenant le nouveau médecin en chef à l'hôpital Montfort, Dr Roux. Puis je suis bien curieuse de savoir depuis quand vous êtes en fonction. J'ai commencé le 6 janvier cette année. Ah, donc, OK. Je comprends pourquoi c'est maintenant qu'on vous a, c'était vraiment demandant là, à travailler, à vous prendre les pieds dans votre nouvelle fonction, je suppose. Hein? Exactement. C'est beaucoup de défis et beaucoup de choses à apprendre. C'est un beau milieu, mais c'est un milieu complexe. J'imagine. Alors, dites-moi, ça prend quoi pour devenir médecin en chef? C'est quoi votre parcours à vous, spécifiquement? Mon parcours, je pense qu'il n'y a pas un format particulier pour devenir médecin-chef. Ça faut être médecin d'abord, ça c'est évident. Mais oui. Puis c'est des médecins de toutes les spécialités. Moi, je suis médecin de famille de formation. Okay. Mais moi, j'ai un parcours un peu différent, c'est-à-dire que j'ai grandi professionnellement au sein des Forces armées canadiennes. J'ai servi 30 ans au sein des Forces armées. J'ai d'ailleurs pris ma retraite au mois d'octobre pour prendre la position à l'hôpital Montfort. D'accord. Donc, c'est un beau mélange. J'ai commencé comme pilote d'hélicoptère, puis il n'y a rien qui me destinait initialement à devenir médecin-chef à l'hôpital Montfort, mais j'ai réorienté ma carrière au début des années 2000 pour devenir médecin. Puis j'ai travaillé beaucoup en médecine au sein des Forces armées. Puis c'est là que j'ai gravi les échelons, puis j'ai fait beaucoup de gestion, de leadership. Les Forces armées, on forme beaucoup les gens en leadership. Je pense que c'est ce qui a intéressé là, le conseil d'administration au niveau de ma candidature, entre autres. C'était les expériences de leadership et de gestion que j'avais eues au sein des Forces armées. Donc, on travaille au sein des Forces armées. En Forces armées, vous avez travaillé aussi comme sur le terrain, pas seulement en tant que pilote. Vous êtes allé aussi comme... Oui, en déploiement, exactement. J'ai servi dans des missions partout au Canada, dans le monde, aux Émirats arabes unis comme médecin. J'ai travaillé aux États-Unis 3 ans à l'ambassade du Canada à Washington. C'était un poste plus médico-administratif, mais ça m'a permis de voir le système de santé américain de tous les militaires et civils. Puis j'ai aussi servi comme médecin-chef dans des opérations territoriales qu'on a au Canada, dans une opération Op Nanook 2011, où c'était un exercice qui avait lieu dans le Grand Nord canadien, Resolute Bay. Puis il y avait eu d'ailleurs un écrasement d'avion réel à cette fois-là, pour lequel j'avais la responsabilité de m'occuper des blessés et des survivants. Là. Donc, j'avais l'expérience terrain. J'ai travaillé dans une clinique médicale. J'ai commandé aussi la clinique médicale ici, qui est dans l'LD de l'hôpital Montfort. D'accord. Il y a un beau partenariat entre l'hôpital Montfort et les Forces armées canadiennes, puis le groupe des services de santé. Puis nous, on a un local où on a des locaux dans l'hôpital Montfort, qui est une clinique exclusivement militaire. Puis j'ai travaillé beaucoup en partenariat avec mes collègues de l'hôpital Montfort quand j'étais dans cette position de commandant puis de médecin-chef de la région d'Ottawa de 2015 à 2018. Vous parlez d'un bon partenariat ou d'un beau travail conjoint de cette clinique-là et l'hôpital Montfort. Elle se trouve où dans l'environnement de Montfort? Et puis c'est quoi le travail que vous faites ensemble? Elle est là pourquoi, la clinique? La clinique militaire? Oui. Bien, la clinique militaire, Ottawa est différent des autres bases militaires au Canada. C'est qu'on n'a pas une base militaire. Les locaux à Ottawa sont répartis, donc ça prenait un endroit à Ottawa pour avoir les services de santé. Pour soigner les Forces armées. Puis le service de santé des Forces armées est beaucoup... on ne soigne que les militaires comme tels. Donc, il y a eu un partenariat en 2009 où l'hôpital Montfort a dit on va s'associer, on va avoir des locaux pour vous. Puis on est dans l'LD. Donc, quand on rentre via l'urgence, la clinique militaire est à droite dans l'hôpital. Donc, on a... Une sorte de librairie, il y a une cafétéria, je pense qu'on rentre... On partage tout ça, là, il y a pas... Donc, nous, on est dans des locaux-là, on fait les Forces armées ils soignent leurs patients là que dans une clinique médicale standard, mais c'est des... Est-ce qu'ils sont là pour vous aider, fait que les gens de l'hôpital Montfort viennent aussi en soutien, ou bien c'est vraiment c'est complètement séparé. C'est complètement séparé. Par contre, on a des ententes avec l'hôpital pour les patients, par exemple, quand ils ont besoin d'être transférés à l'urgence, l'urgence est juste à côté. C'est un concept unique qu'on a au Canada, où une clinique militaire est dans un hôpital. C'est ça, donc... mais puis la radiologie, puis tous les services de laboratoire, bien là, on se sert de l'hôpital, puis on est colocalisé, donc c'est plus facile de ce côté-là. Il y a moins de...
de transport, des choses comme ça. Donc, j'avais eu un beau contact avec les dirigeants de l'hôpital Montfort, le médecin-chef que j'ai remplacé, Dr Moreau, à ce moment-là. Donc, j'étais à même de constater là, la beauté puis la collaboration qui se passait à l'hôpital Montfort. Puis c'est ce qui m'intéressait. Vous avez vu un peu comment il a pu travailler, hein? Ouais. Exactement, parce que j'étais son collègue militaire à ce moment-là. Donc, on avait travaillé ensemble en tant que collègues. Puis quand le poste s'est ouvert l'année passée, mais j'ai mon intérêt. Je vais aller voir si je pourrais contribuer. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi le rôle d'un médecin en chef dans un hôpital? Parce que moi, je ne le savais pas, mais il y a juste un seul médecin en chef pour tout un hôpital. C'est bien ça? Exactement. OK, d'accord. C'est quoi votre rôle? Le rôle principal, c'est d'être le protecteur de la qualité de l'acte. En d'autres termes, c'est de s'assurer que la qualité des soins de tout le monde. Donc, pour tous les patients? Oui, pour tous les patients. Donc, je m'assure que l'acte médical qui est fait conformément aux meilleures pratiques, conformément aux standards de pratique. Donc, j'ai un rôle de m'assurer de la qualité des soins qui sont offerts dans l'hôpital. Maintenant, je ne suis pas seul à faire ça. On a plusieurs équipes. Mais mon rôle principal est de s'assurer de faire la liaison entre les chefs de département s'occupent de leur département, par exemple. On a plusieurs départements ou de direction. Des sous-chefs que vous avez Il y a des chefs de chaque département. Moi, je travaille beaucoup avec les chefs de département. Puis quand il y a des problématiques ou surtout la coordination des soins. Donc, la qualité des soins englobe beaucoup de choses. Ça englobe l'accès aux soins, ça englobe la qualité de l'acte médical qui est fait, puis le suivi aussi. Donc, il y a un mélange. Donc, le médecin-chef est un peu celui qui regarde l'ensemble, puis qui s'assure que la qualité est respectée. Puis s'il y a la sécurité des patients, s'il y a des plaintes contre les médecins ou s'il y a un problème pour la sécurité des patients, le médecin-chef est responsable. Avec, bien sûr, on a des équipes là, qui s'occupent de la sécurité des patients, mais le médecin-chef a cette responsabilité-là de s'assurer que tout est fait conformément aux normes. Donc, ça vous prend des rencontres aussi avec tous vos chefs, comme peut-être à chaque jour, à chaque 2 jours? Parce qu'il y a toujours des problématiques, il faut le dire, dans les hôpitaux. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Oui, il y a beaucoup de problématiques. Les problématiques ne sont pas uniques à l'hôpital Montfort. Là, vous voyez, on le voit partout dans les médias ces jours-ci, puis partout au Canada, en Ontario, à Ottawa. Les problématiques, c'est le personnel. On a des difficultés. On se partage le même personnel qualifié. Donc, des ressources sont limitées. Les ressources financières, c'est une grosse problématique. Donc, c'est sûr qu'on a des décisions à prendre. L'hôpital, parfois, on n'est pas heureux. On aurait des patients pour ouvrir beaucoup de lits, mais on a un financement X pour les lits. Alors, quand vient le temps de prendre ces décisions difficiles-là, le rôle du médecin-chef est important parce qu'il faut s'assurer que la qualité des soins est maintenue. Puis j'emmène donc, comme médecin-chef, au niveau de la direction de l'hôpital, cette perspective-là des patients, des cliniciens, des médecins. Je suis leur voix au niveau de la direction pour dire « faites attention à ci » ou « on devrait peut-être le faire comme ça à cette place-là », pour s'assurer qu'il y a une voix clinique au niveau de la direction médicale. OK. Une journée typique pour vous, ça serait quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Quand vous arrivez le matin, c'est quoi votre rôle déjà? La première chose que vous faites? La première chose que je fais, souvent, c'est une rencontre. Avec tous les... Pas tous les chefs, mais il y a plusieurs différentes rencontres. Il y a tellement de rencontres, de coordination d'à peu près tous les départements que j'ai souvent des rencontres le jour avec un département une journée, avec un comité de la haute direction une autre journée. Les meetings, les rencontres varient beaucoup. Il y a beaucoup de temps passé en coordination, mais il y a du temps aussi de se promener sur les étages, d'aller voir les unités. Puis mon rôle comme médecin-chef est un rôle de m'impliquer avec les médecins, beaucoup, donc d'apprendre à les connaître, puis je pratique aussi. Oui, c'est ça, les connaître, les comprendre, parce que tantôt, quand on a parlé un peu de votre parcours et tout, vous avez mentionné le leadership, ça prend ça. Oui, parce qu'à un moment donné, s'il y a un problème dans un département, moi, il faut que je regarde le problème de tous les départements, puis il faut réussir à négocier. C'est le rôle d'un médecin-chef. Je suis un peu entre les deux. Je suis entre les médecins, les cliniciens, la direction, puis de s'assurer que, puis entre tous les cliniciens, chaque département, évidemment, on voudrait plus de salles opératoires parce que les chirurgiens ont besoin de plus de temps opératoire, les orthopédistes aussi, les urologues. Donc là, comment on fait pour répartir ça, pour mener à bien la mission de l'hôpital? Donc le médecin-chef est celui un peu
avec les cliniciens principalement, on va essayer de déterminer avec tous ces chefs-là comment on va mousser la mission, la vision de l'hôpital, tout en respectant le cadre financier. C'est ça les défis. Donc, les journées, il n'y a pas 2 journées pareilles. Puis, il y a aussi de la pratique. Je pratique aussi, là, on est sur le point, là, je viens d'arriver, mais je vais avoir environ 2 jours par semaine où je vais faire de la pratique à l'intérieur de l'hôpital comme médecin aussi. D'accord. Je vais vous garder avec moi parce que vous avez parlé de vos pratiques qui s'en viennent pour bientôt. On va savoir de quoi il s'agit, mais aussi de votre vision pour l'hôpital Montfort en tant que nouveau médecin en chef. Restez avec moi. Parfait. On se parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec le nouveau médecin en chef de l'hôpital Montfort, Dr Who. Il nous a partagé son parcours très inspirant. Puis là, on va vraiment parler de la vision que vous avez maintenant en tant que nouveau médecin en chef. Vous êtes en fonction depuis janvier. Je suis sûre qu'il y a plein d'idées que vous avez. Hein? Il y a beaucoup d'idées, mais je suis tôt dans le mandat pour exactement... moi, mon rôle, c'est de promouvoir la mission de l'hôpital aussi. On a un beau mandat universitaire, un mandat de qualité de soins. Puis c'est ça qui m'a attiré aussi à l'hôpital. Donc, mon mandat, présentement, est focusé à comprendre tous ces enjeux-là, puis comment on peut les faire fonctionner tout le monde ensemble avec les restrictions qu'on a aussi. Un enjeu à plus court terme, puis un de mes mandats, puis de ma vision, c'est le Carrefour Santé Orléans. On est en train de décentraliser les soins de santé présentement de l'hôpital Montfort. C'est en construction à Orléans actuellement. Puis, ça rouvre en juin 2021. C'est un Carrefour Santé Orléans où ça occupe beaucoup de mon temps ces temps-ci parce que l'échéancier arrive vite et puis c'est un phénomène innovateur où on va avoir des soins interconnectés dans la communauté entre les hôpitaux et les divers partenaires dans la communauté pour pouvoir mieux soigner les patients où ils sont et quand ils en ont besoin. Donc, c'est un beau projet qui demande beaucoup de coordination actuellement. Donc, à court terme, ma vision, c'est de faire bien fonctionner, de démarrer ce projet-là avec mes collègues de la façon la plus efficace possible et la plus efficiente possible. Donc, ça, c'est ma première vision. Mais c'est aussi de bien connaître. Là, après 1 mois et demi, je commence à connaître tous mes collègues de l'hôpital. J'ai les collègues de la région parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui se font entre les hôpitaux aussi. Là. Donc, j'ai des rencontres avec mes homologues des autres hôpitaux régulièrement. Donc, ça fait partie de mes mandats. Ça vous permet de vous enrichir un peu plus à chaque fois. Puis de comprendre les enjeux, puis on s'entend pour, par exemple, des volumes de chirurgie ou des volumes de régler les problématiques régionales. La santé mentale, c'est un défi dans la région. On a des défis à l'hôpital Montfort, mais on s'entraide quand il y a des défis à d'autres hôpitaux. Donc, de connaître mes partenaires externes aussi, c'est un de mes projets dans les prochains mois. OK. Et puis de les faire connaître aussi par vos patients, parce qu'il y en a
je veux dire, des organismes qui sont là pour aider, pour vous appuyer quand on connaît pas. Exactement. Puis à plus long terme, ma vision, c'est de continuer à promouvoir la mission universitaire de l'hôpital, l'enseignement et de continuer à faire grandir le fait francophone à l'hôpital. Parce qu'il faut pas oublier. Ça fait 2 fois que vous le mentionnez, là, cette mission universitaire. Ça vous tient à cœur. Ça tient à cœur parce que c'est la recherche. C'est une mission, on forme la relève. Donc, nous, à l'hôpital, puis on est un hôpital francophone, donc on a des défis particuliers de recrutement souvent parce que on a besoin de gens qui parlent français, mais pas exclusivement français, parce que la moitié de notre population, c'est quand même des populations anglophones. Donc, on a besoin de gens avec des compétences spécifiques, mais aussi qui sont bilingues. Donc, puis nous, ce qu'on veut, c'est que Montfort veut donner toujours les meilleurs soins à sa population. Si on veut pousser les limites de la science, il faut faire de la recherche. Il faut qu'on soit capable de pousser toutes ces limites-là. Puis nous, en faisant la recherche à l'interne, on se positionne bien pour améliorer les soins de santé pour le futur, puis de pouvoir les appliquer à notre propre population plus tard. Puis une des façons... parlait de population, la population ethnique aussi, en plus qu'il y a l'immigration de plus en plus. Exactement. Donc, la population de l'hôpital Montfort peut être un peu différente de la population de l'Alberta, du Québec, des États-Unis. Donc, oui, on peut se fier sur des études qui se font ailleurs, mais nous, on veut promouvoir la relève, promouvoir la science et l'avancement de la science. Donc, on s'implique beaucoup, puis on a un beau mandat d'enseignement avec nos étudiants. On veut recruter des étudiants. Puis souvent, ces étudiants-là vont vouloir venir travailler à Montfort. Une fois qu'ils sont venus travailler chez nous, ils veulent tous revenir parce qu'on a un milieu quand même très familier, très collaborateur. Donc, c'est un milieu qui est agréable à travailler. C'est pas un milieu comme les autres hôpitaux, là, pour avoir travaillé dans plusieurs hôpitaux, là. Puis c'est ce qui m'attirait aussi. Les gens, tout le monde se connaît. Les gens ont tous la même mission. Puis la première chose qu'on fait quand un employé arrive chez nous, il rencontre Moi, je peux le témoigner, là. Les gens sont toujours souriants. Une séance d'orientation où c'est le PDG lui-même qui va les accueillir. Puis on parle pas du futur travail du cuisinier, du médecin, de l'infirmier ou du commis. Tout le monde est dans la même salle. Puis on parle de la mission et des valeurs de Montfort parce que tout le monde doit porter ces valeurs-là. Puis vous allez le sentir quand vous venez à l'hôpital. C'est pour ça que c'est agréable. C'est ça qui est agréable. Puis nous, en plus, on va pousser cette science-là. Puis on veut des étudiants. Puis on veut promouvoir cette culture de recherche-là et du savoir. Donc là... Ça prend beaucoup de leadership déjà pour commencer, comme vous l'avez mentionné aussi. Quand vous arrivez au travail et que vous discutez vraiment avec... vous avez parlé des cliniciens qui ont besoin de leur salle. Il y a des orthopédistes aussi qui ont besoin de leur salle. En fait, il y a plusieurs problématiques que vous avez mentionnées. Comment vous faites pour trouver le juste milieu? Parce qu'en fait, vous êtes le point phare entre tous ces gens-là. Comment vous faites pour trouver le juste milieu? Peut-être que vous n'avez pas encore été confronté à ça, mais je me dis dans le futur... Mais la réponse à ça, c'est qu'elle varie. Le juste milieu n'est pas toujours à la même place. Okay. Le juste milieu dépend des circonstances. Puis je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est d'écouter les gens, de respecter, d'avoir des discussions franches. Puis selon le mandat au moment où on discute, des fois, on va donner plus de chirurgie à un groupe versus l'autre. Puis des fois, la situation peut changer rapidement. Là, on prend les cas de chirurgie, mais c'est dans tous les domaines, en psychiatrie, en médecine interne, médecine familiale. S'il y a un médecin qui doit quitter ou qu'on a de la part de d'autres médecins, bien, ça vient changer le ratio. Puis, évidemment, les finances nous limitent souvent. On a plus de patients qui frappent à la porte qu'on serait capable de garder dans l'hôpital, malheureusement. Donc, il faut qu'on s'assure que le flow est le plus harmonieux possible pour soigner le plus de gens possible de la meilleure façon possible. Puis, c'est avec des discussions franches, d'être capable de négocier puis de respecter tout le monde. Puis tout le monde comprend la mission. Donc, les gens, parfois, vont comprendre que c'est à eux, cette fois-ci, de peut-être de prendre sur eux, puis que pour l'autre, parce qu'on est un groupe qui travaille tous pour le même objectif. D'accord. Puis là, vous m'avez mentionné avant l'émission que vous aimeriez inviter les gens à venir vous visiter le 29 parce qu'il y a des journées portes ouvertes pour les infirmiers et infirmières. Puis là, il y aura du recrutement, là, parce que vous en avez besoin. On a un criant besoin de soins infirmiers, d'augmenter notre personnel actuellement, effectivement. Donc, samedi qui s'en vient, de 9h à 3h. C'est une journée porte ouverte. On demande aux gens, venez voir c'est quoi avec vos CV, c'est ça? Avec votre CV. Avec votre CV, puis il y a des possibilités d'offres conditionnelles aussi immédiatement, puis des entrevues. Donc, venez voir par vous-même. Vous allez... être conquis. Maintenant, là, vous n'êtes plus caché. Là, c'est clair que si un patient vous voit pisser dans les couloirs, ce sera « Bonjour, docteur », parce que là, on vous reconnaît. Est-ce que ça vous arrive souvent, là, de vous faire saluer? Non, on ne vous connaît pas vraiment, hein?
Oui, oui, je me fais saluer beaucoup dans le corridor. Okay. Puis le personnel me connaît parce que ma photo a été publiée abondamment. Okay. Les patients, peut-être moins, mais le personnel... Mais là, je pense que les patients, peut-être si maintenant, parce qu'ils regardent souvent. Ben, ça va me faire plaisir parce que c'est toujours agréable de jaser avec nos patients. Ben, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça avec nous et puis bonne chance pour votre nouveau mandat. Merci On espère que vous aurez plein de succès et puis on aimerait vous revoir encore pour voir comment évoluent les choses avec vous. Merci encore. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.montfort.com pour avoir plus d'informations, surtout pour les journées portes ouvertes qui s'en viennent pour ce samedi 29 février. Après la pause, on va parler de partenariat spirituel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de partenariat spirituel avec notre enseignante spirituelle Marie-Pierre Chaumont. Et puis, moi, je suis toute impatiente parce que je me dis, c'est quoi ce nouveau thème? Je pensais que j'allais arriver avec quelque chose de réchauffé. Non. Ouais, c'est ça, comme quelque chose on allait approfondir un peu plus, mais non. Non, on passe déjà à l'autre étape. OK. Donc, en fait, la raison pourquoi je vais parler de partenariat spirituel, c'est parce que avec la nouvelle énergie, je ne sais pas si tu as senti, les gens, ils changent énormément. Et donc, on ne peut plus faire ce qu'on faisait comme avant. On est appelé à changer. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça n'a pas de sens. Donc, pour commencer, les partenariats spirituels, ce que c'est, j'ai ma petite... Premièrement, ça peut être en couple ou ça peut être avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos amis. D'accord. Ce n'est pas juste au niveau relationnel, amoureux. D'accord. Ce que c'est un partenariat spirituel, c'est la relation entre deux personnes d'une place d'égalité qui a pour but de permettre à chacun d'être. Tout simplement. Tout simplement, mais c'est plus difficile que ça a l'air. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur ça, ce que c'est qu'être, là, et ça demande du travail pour chacun. Être, c'est être complètement présent ici maintenant, dans son corps, en alignement avec son âme, avec ses émotions, dans sa présence. Ça, c'est être. Mais quand on embarque dans une relation, tout le monde a leurs blessures, tout le monde a leurs bagages, mais surtout, ils ont leurs idées préconçues de ce que la relation va être et quels besoins elle va remplir pour eux. Parce que souvent, quand on rentre en relation, souvent, on cherche une relation parce qu'on a des choses qui nous manquent. On a besoin de combler un manque. Exactement. Parce qu'on a tendance à ne pas faire notre travail, les humains. C'est bien plus facile d'aller chercher à l'extérieur de soi que de dire « Attends, pourquoi je vais être en relation? Qu'est-ce que ça remplit comme besoin en moi? » Et là, de faire ce travail-là pour que quand on rencontre la personne, on soit en place d'égalité. Et donc, les mariages, la façon qu'ils étaient, puis là, je parle pas de religion ici, là, je parle quand je dis mariage, ça peut être des mariages les gens qui sont en couple mais non mariés.
Ils sont basés sur les vieilles façons de penser. Il y a souvent des rôles de préétablis. Les hommes ont un rôle, les femmes ont un rôle. Oui. Il y a des attentes au niveau de... Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Exactement. Souvent, on a de l'insécurité on souffre tous d'une forme ou d'une autre insécurité. Oui. Donc, il y a souvent des échanges toxiques ou déséquilibrés qui s'établissent au fil des années. OK. Et donc, moi, comme je vois beaucoup de gens en session, et de plus en plus, la personne me dit « Je suis en train de prendre de l'expansion et là, je sens que ça fait bouger beaucoup ma relation puis je ne sais pas si on va être capable de passer à l'autre étape ensemble. » Parce qu'il faut que les deux personnes soient prêtes à faire ce cheminement-là, parce que c'est une transformation, le partenariat spirituel. Il faut repartir à la base. Donc, par exemple, mettons que vous êtes en couple depuis des années avec la personne, on doit s'arrêter et regarder tout ce qui définissait la relation. C'est quoi les attentes un envers l'autre? Il faut s'ajuster? Plus que ça, il faut... plus que s'ajuster, ça, c'est une des étapes suite à ça. Il faut observer. Comment je me sens dans telle situation? Quels sont les éléments dans la relation qui nous fait sentir de la colère, de la frustration, de la lourdeur? C'est un gros travail sur nous. Énorme. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être très prêt à s'exprimer en toute intégrité, puis que la personne soit prête à le recevoir. Je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, moi, j'ai des enfants. Je peux pas ne pas avoir d'attente envers mon conjoint, ma conjointe, il faut qu'elle s'occupe des enfants. » Donc, c'est pas une question de tu t'en vas dans une retraite en Inde pour pouvoir faire ton expansion, puis ton partenaire, il faut qu'il respecte ça. C'est une question de travail, d'équipe. Donc, il faut qu'il y ait un échange énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut s'adapter et que chaque relation est unique. Moi, quand j'ai commencé on le fait, nous, dans notre relation, moi et mon conjoint, c'est un processus qui va prendre des années parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc, on est en train de tout revisiter, puis on est parents de 3 enfants. Puis en plus, j'en parle à des gens, puis ils me disent « Ah, nous, on pourrait pas le faire comme ça, on doit le faire différemment. » C'est correct. C'est très unique. Oui, exactement. C'est la partie la plus difficile, ce que je trouve, c'est de se détacher de tous les modèles qu'on a eus. OK. Là, ma question, c'est, tu parles de partenariat spirituel, mais le partenariat, il peut commencer quand on est en relation, tu penses? Parce que c'est ça que je comprends. C'est pas que je rencontre quelqu'un, « Oh, t'es mon partenaire spirituel, et puis bon, on chemine ensemble. » Non, ça peut se faire au fur et à mesure de la relation. Oui, définitivement. En fait, il y a 2 façons. Tu trouves une super belle porte. Soit la personne a fait un travail sur elle, puis quand elle rencontre les gens, elle exprime, moi, c'est ça que je recherche. C'est ça que je recherche dans mon partenaire. Ça, c'est fantastique parce que ce que ça veut dire, c'est que sa vibration est déjà à un certain niveau. Et ceux qui ne sont pas à la même vibration, puis en passant, il n'y a pas personne de mauvais ou de meilleur, c'est juste une question de vibration. Bien là, tout de suite, c'est bien plus facile. Mais même dans ces gens-là qui ont déjà fait du travail, on a toujours du travail à faire. Parce que c'est l'humain. On est humain. Et les relations sont l'élément dans notre expérience humaine qui nous fait encore plus travailler parce que tout le monde a du bagage, tout le monde a des blessures et tout le monde a des plans de vie différents avec des apprentissages différents. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que plus on doit travailler par rapport à un partenaire, dans une relation, là, on va dire, ça peut être à tête-à-tête avec des enfants ou même un conjoint, avec mes enfants aussi. Un collègue aussi. Plus on doit travailler, est-ce que tu penses qu'on doit juste comme laisser tomber parce que ça fonctionne juste pas? Il y a des moments où ce n'est pas possible d'avoir un partenariat spirituel avec quelqu'un parce que la personne, si elle n'est pas intéressée... Tu as parlé de vibration aussi. Exactement. Donc, moi, j'ai déjà mentionné à un membre de ma famille, moi, c'est ça l'échange énergétique que j'aimerais. J'aimerais ça qu'on change notre relation. Puis la personne m'a dit, moi, ça m'intéresse pas. Je veux rester comme on était. Puis je le respectais, mais moi, je peux pas rester là-dedans. Donc, je vais être qui moi je veux être, avec respect, mais aussi avec intégrité. Et puis ensuite, si la relation peut continuer, c'est tant mieux. D'accord. Parce que c'est pas toutes les relations qui doivent toujours continuer. Ça tu baisses de l'eau froide. En fait, ça fait partie de l'évolution spirituelle parce que... On arrive à lâcher prise, tu nous as parlé de ça. C'est ça, exactement. C'est le lâcher prise radical. Je veux revenir juste avec les enfants, la différence, parce que nos enfants, ils nous appartiennent pas. Et ça, c'est un apprentissage qu'on doit faire. Ils ne sont pas à nous, nos enfants. T'es vraiment forte dans ça. T'as trois cocos et puis tu dis, t'es déjà d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça parce que mes enfants, que j'adore, puis je ne vais pas dire que je suis pas protectrice, mais je travaille énormément à la maman grizzly. Moi, je dois beaucoup lâcher prise. En fait, moi, mes gars, ils vont rentrer en 7e année l'an prochain, puis j'ai dit à mon conjoint, je suis pas prête. Je ne suis pas prête. C'est comme tu vois, ils grandissent là. Mais moi-même, j'ai réalisé dans le je suis pas prête, c'est quoi mon attachement?
Pourquoi je suis dans le contrôle? Pourquoi est-ce que j'essaie de leur empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre? C'est quoi ça? Donc, je faisais mon travail sur moi dans ma réaction. Okay. Donc, nos enfants, ils nous ont choisis, ils sont des âmes comme nous qui sont venus cheminer sur Terre. C'est pas à moi à dire à mon enfant, tu vas le faire à ma façon. C'est moi qui vais décider comment tu vas cheminer. C'est à moi d'être, de le guider quand il veut être guidé, mais de respecter intégralement son cheminement. C'est très difficile. Je te dis, là. Oui. Là, déjà, j'imagine mon pauvre bébé que je vais avoir. Je te garde avec moi, on va prendre une petite pause. Oui. On se revoit juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau ne s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Reuters, on parle toujours de partenariat spirituel avec notre enseignant spirituel Marie-Pierre Chaumont. Et puis là, enseignante spirituelle. Enseignante spirituelle, partenariat spirituel, mais en tout cas, ça fait un beau lien. Et puis là, tu nous apprends tellement d'affaires avec le partenariat. Puis ce qui est intéressant, c'est pas seulement dans les relations amoureuses, ça peut être avec nos enfants, nos collègues, nos amis, les membres de notre famille. Puis là, tu disais, tu ouvrais vraiment une belle porte quand tu parlais de comment on fait pour avoir un partenariat spirituel. Oui. La première étape, premièrement, c'est de prendre la décision qu'on va changer notre relation. Puis c'est pour ça qu'il faut que ce soit à deux. Il faut que ce soit une décision consciente de dire ça, ce qu'on faisait avant, ça ne nous convient plus. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, ça c'est le lâcher prise, mais on sait qu'on va cheminer intuitivement là-dedans, avec intégrité, avec authenticité, mais au jour le jour. Parce que les gens, souvent, ils cherchent des modèles. Et c'est pour ça qu'ils retournent dans d'autres patterns, des modèles. Je veux avoir un couple comme mon père, comme ma mère. Exactement, exactement. Je veux ouvrir une porte aussi en passant avec les collègues, parce que souvent, il y a des conflits au travail, par exemple. Donc, c'est pas la même chose, un partenariat spirituel au travail, tu les vois durant la journée, mais il y a quand même une limite au niveau personnel. Oui. Mais il y a quand même une façon de permettre à chacun d'être au travail. Donc, entre autres, jamais le prendre personnel. S'il y a quelqu'un qui est agressif au travail ou si on a des conflits, il faut prendre conscience que quelqu'un qui n'est pas blessé ne va pas être dans l'agressivité. Donc, à la place de rentrer dans le définir la personne, c'est de voir dans ses blessures. Compassion. Compassion, exactement. Et l'autre élément, parce que c'est toujours aussi on fait notre travail sur nous, si elle nous active, la personne, dans ses propres blessures, pourquoi elle m'active? C'est quoi que moi, j'ai à travailler là-dedans? Tu en parlais la dernière fois que tu es venue avec une de mes copines qui a fait ça, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adapter les partenariats spirituels dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça. C'est sûr qu'on ne va pas le faire de la même façon. Souvent, les gens qui sont en train d'établir un partenariat spirituel, ils sentent que c'est presque comme on se lâche dans le vide. C'est super épeurant faire ça. Okay. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver au final. Qu'est-ce qui va arriver? Ça peut arriver que je perde la personne. Oui, mais quand on est dans la peur de perdre, c'est parce qu'on est déjà dans le manque dans la relation. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le lâcher-prise radical, c'est que peu importe ce qui est,
c'est correct. Et ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable, c'est de ne plus être attaché. C'est le non-attachement. Et c'est là que c'est vraiment lumineux, parce que quand il y a personne qui essaie de garder l'autre petit ou qui essaie de le faire fitter dans ses modèles ou dans ses programmations, dans ses attentes... Chacun grandit de part et d'autre. Puis là, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté d'être. Oh mon Dieu, comment on arrive à faire ça? C'est un travail de toute une vie, Marie-Pierre. C'est un travail de toute une vie. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai commencé à le faire avec mon conjoint. On le faisait sans savoir que c'est ça qu'on faisait. Ça faisait quelques années qu'on essayait, mais on retombait tout le temps dans nos vieilles programmations parce qu'on savait pas qu'il fallait y aller intuitivement à chaque étape. Donc, énormément de communication. On se parle, là, comme je te disais, on s'est parlé hier 1 heure, juste de comment je me sens là-dedans, qu'est-ce qui marche pas en ce moment. Là, je sens que j'ai une blessure d'activer, et c'est toujours dans l'ouverture. C'est jamais dans l'attaque. Et moi, je le prends pas personnel quand il me dit, moi, telle affaire, j'accroche. Parfait. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce que moi, ça me fait vivre? C'est constant. Excellent comme... La communication, ça existe plus vraiment dans les couples. Et surtout, l'expression de soi. Franche, tu l'as dit. Oui, parce que moi, il y a des choses que j'ai commencé à exprimer que je n'exprimais pas parce que je me disais, bien là, je peux pas, comme par exemple, moi, je suis une fille qui adore voyager et je n'ai pas voyagé pendant des années parce que j'ai 3 enfants, puis mon conjoint, puis moi, on a eu des jumeaux qui n'ont pas dormi pendant 4 ans presque. Donc, on a développé une espèce d'échange énergétique de tu peux pas aller bien loin parce que je peux pas être seule avec les enfants. Et donc, moi, j'avais gardé cette empreinte-là de si je pars, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont s'écrouler sans moi. Et donc, il y a des grandes parties de moi que je n'osais pas exprimer. Puis là, je suis en train d'étouffer. Et quand on en a parlé, mon conjoint m'a accueilli, puis il me dit mais non, mais t'aurais dû me le dire. Ça va me faire plaisir parce que j'aime mieux que tu sois heureuse que tu sois ici à étouffer puis que là, ça fonctionne pas, notre relation. OK. Donc, c'est vraiment en même temps de trouver, comme tu as dit, c'est une affaire de vibration. Oui. Il faut trouver quelqu'un qui vibre comme toi, qui est prêt à accueillir qu'est-ce que tu... Exactement, qui est ouvert, qui est prêt à accueillir. Oui. Peut-être même qu'il y a de la compassion, hein, on pourrait dire. Toujours. Parce qu'en fait, quand quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, ça vient d'une place de peur. La personne, elle est dans ses blessures. Donc, c'est pas à propos de nous. Jamais. C'est à propos de nous si ça nous active. OK. Tu comprends? Donc, fait que la personne, quand elle vit quelque chose de difficile, à la place de l'aborder dans la colère, allons-y en compassion. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en couple. On en a vécu des choses. Puis il y a eu des moments où moi, je n'étais pas sa coche dans notre relation, puis mon conjoint non plus. Et donc, à la place de ressasser tout ça, on exprime les blessures du passé. Tu sais, on se dit, moi, ça m'a vraiment blessée, puis on le reçoit. Mais là, c'est pas de remettre dans le visage pendant 20 ans. C'est de dire, je choisis de l'exprimer, et là, je choisis de libérer parce que je veux créer d'autres choses avec toi. En même temps, on libère, on guérit. Là, tu l'as déjà annoncé. Ouais. Et les gens qui restent accrochés sur le remettre dans le visage de la personne, c'est quoi la blessure là? Pourquoi tu ressens qu'il faut toujours... C'est du contrôle, c'est garder la personne petite, c'est de s'assurer qu'elle partira pas. Fait que là, tu ouvres une autre porte avec ça. Ça vaut vraiment la peine, par exemple, de le faire. Parce que là, on parle c'est du travail, mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que... Il faut trouver la bonne personne, je pense, juste pour pouvoir faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très accueillants, même en la communication. Oui, puis c'est correct, mais ça ne vous permettra pas d'être. Donc, si vous entrez dans une relation, rentrez pas en voulant changer la personne. Ah, ça marche pas. Non, ça marchera pas. Ça ne tentera pas. Mais ne cherchez pas non plus une personne parfaite. On ne l'est pas nous-mêmes parfaits. Donc, c'est quelqu'un qui peut te rencontrer dans le milieu puis qui est prêt à faire ce cheminement-là avec toi. OK. Connecter avec votre intuition aujourd'hui, c'est extrêmement intuitif comme processus. Parce que de plus en plus, on développe notre intuition, notre connexion. Mais les partenariats spirituels, ils sont basés sur l'intuition. Ils sont plus dans le rationnel, sur les programmes, sur les anciens systèmes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Marie-Pierre? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois telle ou telle personne? C'est ça, hein? Oui, puis comment est-ce qu'on devrait fonctionner pour nous intuitivement? Qu'est-ce qui fonctionnerait pour nous? Et donc, c'est d'être vraiment à l'écoute. C'est important que chaque personne dans la relation fasse son travail à l'extérieur de nous aussi. C'est pas juste dans la relation. Donc, moi, je médite énormément, je fais énormément d'introspection. Mon conjoint, il a commencé à méditer, commencé à faire du yoga. Et ça ne m'appartient pas. Nous, on a dû prendre conscience que je n'étais pas responsable de comment il allait faire son travail sur lui. Tu sais, je suis enseignante spirituelle, on s'entend que j'essayais de tout prendre sur mes épaules pour sauver tout le monde de la famille. Et ça, c'est un autre élément de la spiritualité, de la connexion, c'est qu'il y a une grande partie qui va devoir se faire séparément. D'accord, il faut accepter ça. Oui.
Moi, j'aime beaucoup le livre. Je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra. Ici. Juste ici, merci. Il est en anglais, désolé, mais si vous parlez anglais, il y a des beaux reportages avec Oprah. Il parle de la connexion partenariat spirituel. Puis un super bel exemple que le partenariat spirituel, c'est 2 jardins. Tu cultives ton jardin, la personne cultive le sien. Tu t'encourages, tu es présent, mais tu ne vas pas dans le jardin de l'autre, puis tu lui dis comment il va faire pousser ses plantes, puis tu n'arroses pas ses fleurs. Puis chaque personne doit être face à son propre jardin. Je ressens de la résistance dans mon cœur. C'est quoi? T'aimes pas jardiner? Parce que non, c'est juste que, ouais, j'aime bien tellement qu'est-ce que tu dis là, mais ça demande beaucoup de travail pour tout un chacun. Il faut déjà accepter de se dire, OK, moi, j'ai besoin de travailler sur tel aspect de ma vie avant de se lancer dans ça. Oui. Pour pas blesser les autres, là. Et c'est aussi que ça prend la capacité d'être en vulnérabilité. Brené Brown a écrit des excellents livres sur la vulnérabilité. Ils sont traduits en français. Puis je pense qu'elle a un truc sur Netflix aussi. Elle est extraordinaire. Et donc, ça permet... En fait, souvent, les gens ils ont peur de faire ça parce qu'ils ont peur de dire, si je montre mes vraies couleurs à mon conjoint, il va me laisser. Il va me piétiner aussi. Oui, ou il va se dire, mon Dieu, finalement, elle n'est pas aussi extraordinaire que je pensais, mais tu n'es pas être la bonne personne si elle n'est pas capable de t'accueillir dans ta vulnérabilité. Oh, c'est tellement beau. Oui. Je te garde avec moi. On va prendre une petite pause. On va souffler aussi. Respire. Oui, on se revoit juste après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Fabrice Blé, professeur de théologie à l'Université Saint-Paul, auteur et même réalisateur. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission Court-Circuit, on rencontre Jessie Benjamin, un artiste à l'univers déjanté à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de notre partenariat spirituel. En fait, il faut qu'on ait des partenariats spirituels. On est appelé à avoir des partenariats. Puis tu me disais, pourquoi c'était si important? Parce que c'est autant que ça semble être beaucoup de travail, premièrement, c'est tellement valorisant de faire ça. Et c'est plus facile de faire son travail de guérison que de rester dans le contrôle puis dans la rigidité. Parce qu'on n'est pas bien dans le contrôle, dans la rigidité. Puis éventuellement, va falloir faire notre travail. Fait que tant qu'à faire, faites-le pas quand vous êtes acculé au pied du mur. Faites-le maintenant. Tout simplement comment on va dire, en étant. Puis en accueillant intuitivement chaque jour ce qu'on doit faire pour connecter spirituellement. D'accord. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, il nous reste 45 secondes, pour pouvoir essayer de travailler sur nous? Ça prend quoi? La méditation, c'est essentiel. La pleine présence, comment je me sens là-dedans, qu'est-ce que ça me fait vivre, et aussi avec compassion envers soi-même et envers les autres. Ça, on a déjà une bonne base si on fait ça. D'accord. Et puis les gens à la maison, là, s'ils ont vraiment envie de te contacter, aller en session avec toi, c'est possible aussi. Oui. Le site web, c'est quoi déjà? mariepierrechaumont.com. Tout simplement. Oui. Merci encore. On a appris plein d'affaires sur le partenariat spirituel. Et puis, beaucoup de choses qui sont révélées. Je pense que tous les invités, les spectateurs, qui nous ont écoutés ont été un peu chamboulés quelque part. Merci Marie-Pierre, merci encore. Merci. Alors voilà, à la maison, si vous avez besoin d'une session avec elle, www.mariepierrechaumont.com, c'est le site web à visiter. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams. Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.